Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Data Buzzword, la chaîne YouTube et podcast français de l'IA. Avant de commencer, je vais vous présenter le petit livre de la semaine. C'est Gary Marcus. J'en avais parlé la semaine dernière sur le dernier épisode où je vous expliquais que Gary Marcus était le type de personnage qui s'attaquait un petit peu aux pionniers de l'IA. Donc il y avait Yoshua Bengio, Yann Lequin entre autres, et qui défend plutôt un point de vue de l'IA symbolique. Donc vous vous souvenez, les symboles, les systèmes experts, toutes ces choses-là, où on dit qu'on a besoin du raisonnement cadré, humain, entre guillemets, de raisonner avec des symboles et pas juste raisonner avec des systèmes comme les réseaux de neurones. Donc le livre est quand même assez bien fait, surtout que ça reprend des bases des réseaux de neurones, assez intéressant, ça expliquera les réseaux de neurones. Il y a pas mal d'argumentaires aussi pour le pour, le contre de chacun, c'est quand même assez intéressant. Moi je vous conseille pour démarrer, voilà, il y a des petits exemples, là, voilà, on voit des systèmes des systèmes experts, ça explique dans quel cas c'est intéressant d'utiliser plutôt une IA symbolique plutôt qu'un réseau de neurones. Voilà, réseau de neurones aussi. Donc voilà, c'est quand même assez bien expliqué. Je vous conseille ce bouquin-là. Ça va très bien, ça rentre pas trop dans la technique, dans le détail. Donc ça, c'est le livre de la semaine. Et puis aujourd'hui, l'épisode, en fait, ça va être la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait plutôt l'histoire de l'intelligence artificielle, les différents, on va dire les différents domaines dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va traiter particulièrement du deep learning. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que à peu près les 5 dernières minutes vous expliqueront en quoi la méthode que je vous propose, elle est juste complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur Internet. Je parle Udemy, YouTube, Coursera, tout ce que vous voulez. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est complètement différent. Globalement, tout le monde pense que l'intelligence artificielle, c'est compliqué, mais c'est peut-être parce qu'on aborde le problème pas forcément dans le bon sens. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre complètement le système à l'envers et vous allez voir que finalement c'est simple, y compris pour des gens qui n'en ont jamais fait, développeurs PHP, Python, Symfony, Zen, ce que vous voulez, sysadmin, DevOps, tout ce que vous voulez, tout le monde va être capable de le faire. Et ouais, c'est simple quand on prend le problème dans le bon sens. Voilà, maintenant on y va, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Data Buzzword. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement le deep learning. Donc sur le premier épisode que je vous mettrai juste ici, on avait parlé un petit peu d'intelligence artificielle, l'historique de l'intelligence artificielle, comment on séparait les systèmes experts, le deep learning, le machine learning, qu'est-ce qui va dans quoi, pour un peu démystifier tout ça. On a regardé un petit peu comment ça fonctionnait, les grands principes. Et là, on va rentrer spécifiquement dans le deep learning, ce qui fait un petit peu tout le buzz en ce moment, d'où le titre Data Buzzword. Et on va regarder le deep learning de façon particulièrement spécifique. Donc si vous vous souvenez, on fait un petit rappel sur la première vidéo. Le deep learning, c'est un peu le même concept que le machine learning. Hop, on a toujours notre système un peu de cases. On va dire qu'ici, j'ai de la donnée qui rentre. Je vais également lui rentrer ce qu'on appelle des labels. On appelait ça aussi outputs hier, donc des prédictions, des données et des prédictions qui sont associées. Et on en retirait ce qu'on appelait, nous, un programme, mais dans le jargon, on appelle ça un modèle. Ok, puis là, ça c'était l'ordinateur qui fait ses petits calculs. Hop, voilà un petit ordinateur qui fait ses calculs. Ok, très bien. Comment on l'exploite en production? Maintenant, la question c'est comment j'exploite ça en production? Ce qu'on va exploiter en production, en fait, ça va être les modèles. Ok, c'est ça qu'on va exploiter. Et on va regarder un cas de la vie de tous les jours. On va regarder un cas de la vie de tous les jours qui, typiquement, la navigation sur un engin de recherche. Donc un search engine, comme on dit en anglais. Ça, c'est un navigateur, une belle petite fenêtre. Dedans, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une barre de recherche. Voilà. Vous allez commencer à taper. Ça, pour l'instant, vous voyez bien de quoi je parle. Vous allez avoir un menu déroulant qui va commencer à s'afficher et vous allez avoir un certain nombre de propositions qui vont arriver, voire de l'autocomplétion, donc du remplissage du mot suivant, on va dire, par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les prédictions que je vais avoir de mon côté sont pas les mêmes que celles de ma grand-mère. Ok, on cherche des choses, même pour des choses similaires, on va pas forcément
avoir exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce qui va se passer dans le fond? En fait, dans le navigateur, donc dans le JavaScript, donc du côté client, sur votre ordinateur à vous, il va y avoir un certain programme qui va s'exécuter, ce qu'on appelle souvent du JavaScript dans le navigateur, qui va appeler ce qu'on appelle des API. Donc Application Programming Interface. En gros, ça va appeler des systèmes annexes de façon hyper simple et unitaire pour donner un certain nombre d'éléments, leur faire du programme à distance, en gros. Ce que ça va faire, ces API, quand vous allez naviguer sur Internet et que vous allez chercher en particulier sur un moteur de recherche, ça va envoyer ça dans un data center, dans le data center du fournisseur de services. C'est une catastrophe. Je suis nul en dessin, c'est un truc de fou. Je vais essayer de le faire propre, parce que sinon je sais très bien que mes collègues ils vont se moquer de moi. Hop, je vais avoir des remarques au travail, on va venir me chambrer. Donc ça c'est un data center. Voilà, il y a des tuyaux qui viennent du dessus, ce sont les câbles réseau, vous avez des serveurs ici. Voilà, c'est à ça que ça ressemble à un data center, hein. En plus propre, on est d'accord. Bon, souvent il n'y a pas de toit, c'est plutôt de la tôle, mais bon, on va pas se prendre la tête. Le système, il va envoyer ça, les API vont être appelés en fait sur un ou des serveurs, en général c'est plusieurs serveurs, il va y avoir un système de load balancer, tout ça. Pour ces questions-là, je vais vous renvoyer vers la chaîne de Christophe Casalegno, qui explique très bien tous ces systèmes de load balancing, etc., qui est plus dans le sysadmin. C'est pas trop notre sujet, nous on va expliquer plutôt comment la partie métier elle va fonctionner pour l'instant. Donc l'API elle va appeler un système qui, enfin des serveurs, en gros un système de serveurs, qui dedans va avoir un modèle. Donc ça je vais l'appeler le modèle. On va l'appeler V1, c'est la version 1 du modèle, donc vous verrez pourquoi plus tard, qui sont inclus dans les serveurs. Et cette API, elle va appeler ce système-là qui va me renvoyer un résultat. Ça ressemble à quoi un résultat? Souvent, ça va être un JSON, un JSON file. Ça va ressembler à quoi en général? Pour les sujets un peu de texte ou choses comme ça, ou même de prédiction, en général, on va appeler ce qu'on appelle un top K. C'est-à-dire, c'est les cas premiers résultats. Donc là, je vais lui dire, par exemple, quelle est la probabilité d'attraper puis là, il va me proposer coronavirus, Covid-19, la grippe, la tourista, ce que vous voulez. Il va me faire cas prédiction, et ce qu'il va me dire, c'est la prédiction numéro 1, en gros, prédiction numéro 1, il va me dire c'est Covid, par exemple, et il va me dire la probabilité, c'est 98%. Pour lui, à 98%, il est sûr que je voulais marquer Covid. Allez, Covid-19, pour lui, c'était à 75%, probable. Coronavirus, c'est à 60%. Grippe, allez, 50%. Et là, je vais m'arrêter là. Donc là, le cas, il est égal à 4. Je vais leur envoyer que les 4 premières prédictions. 1, 2, 3, et la quatrième, je ne l'ai pas affichée, c'est pas très grave. Et là, la quatrième. Et évidemment, il va les mettre dans l'ordre de probabilité. Enfin, ce serait un peu con de ne pas le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un système online. Ça veut dire que vous faites la prédiction en ligne. Vous êtes connecté au modèle et le modèle, lui, entre guillemets, il est quasiment vivant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le modèle dans votre navigateur. En tout cas, pas pour ce sujet-là. Le modèle, en fait, il est décentralisé. Enfin, décentralisé. Ou il est plutôt centralisé, pardon. Il est centralisé chez le fournisseur de services. Ça va pas toujours être le cas. On reviendra après sur ce modèle online. On va regarder un cas où c'est pas centralisé, ce qu'on appelle des modèles offline. Je prends une voiture, une Tesla. Vous allez voir, je suis très très bon en design. Le nouveau Tesla Voyager, pour mettre toute la famille dedans. Ok, ça ressemble à quoi une Tesla? Il va y avoir des caméras. Ok, je mets des caméras. J'ai utilisé du rouge. Je vais utiliser un autre code couleur. Utiliser plutôt du vert. Il va y avoir des caméras sur le dessus, devant. Heureusement que c'est pas des caméras super 8 là, comme je suis en train de dessiner. Sinon, ça serait un petit peu compliqué. Vous avez des caméras qui sont en train de filmer. Puis vous allez avoir, on va faire encore une autre couleur, en rose.
Je sais qu'il y en a qui vont aimer le rose dans les auditeurs. Je dirais pas les noms, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Qui sont toujours en train de me demander du rose. Donc, ça va être ce qu'on appelle les lidars. Donc des radars en gros. Hein. Ce sont des radars spécialisés. Puis là, le reste, ce sont ce qu'on appelle des caméras. Ok, donc il y a cam 1, cam 2, cam 3, et puis lidar 1, lidar 2. Donc les lidars, ce sont des radars en gros qui sont spécialisés pour la voiture. Bon, imaginez-vous maintenant que les caméras, chaque caméra, elle va générer allez, 60 frames par seconde. On va dire que vous roulez vite, vous avez besoin d'un taux de rafraîchissement important. Chaque caméra, 3 fois, allez, 6 x 3, 18, on est bien d'accord, j'avais pas pu écrire une bêtise. Et que le lidar, le radar, on va dire, va faire la même chose. J'ai pas envie de... Donc je vais l'appeler plutôt des points par seconde. 2 fois. 120 points par seconde. Je suis pas un spécialiste de ces technologies-là, mais c'est pour vous décrire les concepts. Comment est-ce que vous allez faire pour faire l'inférence? Donc souvenez-vous, l'inférence, c'est le principe de détecter. Donc je fais un petit rappel là-dessus que j'ai pas fait avant, que j'aurais dû faire. Le deep learning, c'est quoi? C'est de la donnée qui passe dans un bloc d'entraînement, qui va donner un modèle, qui va passer dans un bloc d'inférence. Donc, j'ai de la data avec les labels. Je vais marquer plus label. C'est pas toujours le cas, parfois il y a du non supervisé. On va pas rentrer dans les détails, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Ça va être entraîné, ok? Et l'entraînement va donner, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, un modèle qui lui va être utilisé pour ce qu'on appelle l'inférence. Ça, en gros, ce truc-là, c'est l'exploitation de vos modèles. Si je prenais un équivalent de fonctionnalité informatique, ce serait l'équivalent, ça, du dev, ok? Ça, ce serait l'équivalent des specs fonctionnels, ok? Ça, c'est le dev. Et la partie de droite, là, que vous voyez, ben, c'est quoi au final? C'est mon binaire qui se déploie. Ok? C'est mon package, c'est mon apt-get install, c'est ce que vous voulez. Ok? Moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de vous concentrer là-dessus. C'est ça qu'on regarde. Donc, je reviens là-dessus. C'est ça qu'on appelle l'inférence. Donc, quand on va faire l'inférence, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, on va venir prendre chacune des images, et on va regarder si je vois, je sais pas, un cochon au milieu de la route, qui bloque la route, un cerf, on va essayer de l'éviter, un cycliste, on va essayer de l'éviter aussi, une moto, on va essayer de la dépasser, et ce genre de choses, un tracteur, etc. On va regarder les lignes blanches, est-ce qu'on est autorisé à dépasser ou pas autorisé à dépasser, est-ce qu'il y a un fossé sur le côté, est-ce qu'il y a une plaque de verglas, est-ce qu'il y a un nid de poule, par exemple. Il y a des Québécois qui nous regardent, je sais que vous adorez les nids de poule, et vous allez avoir tous ces éléments-là, en fait, qui vont venir avoir un effet, entre guillemets, sur la conduite autonome. Donc il y a un élément supplémentaire qui va se passer, dont vous allez interagir avec la voiture, c'est que vous allez avoir une pédale de frein, ok, une pédale d'accélération, et vous allez avoir le volant. Donc là je dis volant, steering comme on dit en anglais, et qui va avoir un angle de braquage. Ok. Qu'est-ce que ça va faire? Donc globalement ça c'est mon système. Mon système là, ce qu'il va regarder, il va dire ok, à chaque seconde je vais prendre 180 images, puis 120 points, et je pense que je suis très très conservateur en disant ça. Il va les envoyer, imaginez sur une API, imaginez ça, non, je reprends du rouge, imaginez que je renvoie ça sur une API. Non mais la catastrophe quoi, il va y avoir de la latence, 180 images par seconde, c'est juste monstrueux. Déjà les faire transiter sur le réseau, ok, vous pouvez imaginer toute la 5G que vous voulez au monde, c'est impossible, ça va éclater le truc. Vous multipliez ça par le nombre de voitures, vous multipliez ça par le nombre de kilomètres, puis surtout vous vous dites qu'il ne peut y avoir aucune faille dans le réseau, parce que vous loupez sur les prédictions pendant une seconde, c'est la seconde pendant laquelle vous allez prendre le mur, ou pendant laquelle vous allez prendre un camion. Donc ça peut pas fonctionner. Donc on va avoir des systèmes offline, c'est-à-dire des systèmes qui sont déconnectés, décentralisés. Ok, on avait un système centralisé avant, là on a un système décentralisé.
Et donc ce qui va se passer, je vous avais fait un data center, bah là on va faire un petit truc un petit peu différent. C'est plus un data center, c'est ce qu'on va appeler un ASIC. C'est quoi un ASIC? C'est ça. Ça c'est une carte, c'est un Movidius Intel. C'est un ASIC, Application Specific Integrated Chip. C'est le concept d'un ASIC. Ça veut dire que c'est une carte qui est faite pour des applications bien spécifiques. Et on va l'intégrer à ce qu'on appelle un PCB, un Printed Circuit Board, donc un circuit imprimé. Ça c'est un Raspberry, mais c'est l'équivalent de ça, qui va avoir de la connectique, comme vous pouvez voir ici. Donc là c'est USB, mais là vous aurez la connectique qui va bien pour recevoir évidemment cam 1, cam 2, cam 3. Puis vous aurez également une connectique qui servira pour la partie LiDAR 1, LiDAR 2. En réalité, c'est plusieurs cartes parce qu'il faudrait aussi que vous ayez une notion de redondance. C'est déplacé. Hop là, nickel. Vous ayez une redondance, il y a plein de choses comme ça. Si la carte elle explose, elle crame, vous pouvez pas vous permettre de prendre le mur juste parce que la carte elle a cramé. Donc il y a plein de concepts qui sont compliqués, mais vous vous rendez bien compte que globalement, en fait, on se retrouve dans une situation où le système il est embarqué. Donc là, vous avez plein de composants électroniques dessus, etc. Mais il y a un petit endroit qui ici va avoir ce qu'on appelle le modèle d'intelligence artificielle, si vous voulez, le modèle de conduite autonome, qu'on a appelé V1 tout à l'heure, on va l'appeler V1 ici aussi. Et toutes les données qui transitent par les caméras vont venir là-dedans. Tac. Par le LiDAR, elles vont venir là-dedans. Lui, il va utiliser les réseaux neurones qu'il a appris pour venir faire une action. Ah, j'ai choisi du bleu, c'était une mauvaise idée. Pour faire une action sur l'accélération, le freinage, l'accélération ou l'angle de votre volant. Globalement, c'est ça, actionner les clignotants, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est comment ça fonctionne. Donc on est bien dans un système décentralisé. Donc ce qu'on appelle un système offline. Le système offline, en fait, il présente un avantage, ça va être la latence. Vous voyez que vous êtes indépendant du réseau, vous avez une vitesse d'exécution, une latence qui est très faible, une vitesse d'exécution qui est très importante parce que la carte elle est faite pour un détail bien donné, pour une action bien spécifique. Mais il y a un désavantage, c'est que contrairement au système online qu'on avait vu où il y a un nouvel événement qui se produit, donc aujourd'hui on est jeudi 9 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi 8 janvier, il y a eu des trucs au congrès, etc., américains, où il y a eu des gens qui sont rentrés dedans, qui ont foutu le bordel, etc. Ben ça doit apparaître dans les quelques minutes après l'incident. Juste quelques minutes après l'incident. Comment vous faites avec un modèle offline? C'est pas possible. Donc avec un modèle online, ce qui est bien, c'est que les gens vont rechercher des choses similaires à vous sur Internet et vont dire que s'est-il passé pendant au congrès. Donc au début, les quelques premières secondes, il n'y aura pas de résultat. Lui, il va chercher dans sa base de données, il va essayer de comprendre. Les gens vont pas avoir d'autocomplétion qui sont favorables à ce qu'ils cherchent, ils vont écrire eux-mêmes la suite de la phrase, ce qui va venir alimenter l'algorithme, en fait, du fournisseur de service. Donc ce que vous allez donner, vous vous souvenez, je vais vous refaire mon schéma, et vous reverrez souvent ce schéma-là. Ouais. Allez, on va y arriver. Hop. Hop. Vous aviez toujours ce petit ordinateur, je vous avais expliqué que ça faisait les calculs, et qu'est-ce qu'il y avait besoin? Il y a besoin, je vais utiliser D et L. Il y a besoin de data et de label pour en ressortir un modèle. Ce que vous voulez, vous, c'est que votre système qui n'a pas encore appris, en fait, qu'est-ce qui s'était passé, en fait, au congrès, vous voulez qu'il y ait un modèle V2. Et pour avoir ce modèle V2, bah, il va falloir réapprendre. Et pour réapprendre, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut que j'ai de la donnée, il faut que j'ai des labels. Et pour avoir la donnée, bah, c'est simple, en fait. Je vais regarder ce que vous avez tapé.
ici, au début. Ça va être ma donnée. Et puis, les labels, je vais changer de couleur, je mets du vert par exemple. Les labels, c'est soit ce que vous avez cliqué ici, pour dire que c'était relevant, et de dire que c'était la proposition, par exemple, 2 qui m'intéressait. Donc, soit ça, c'est un label, soit si vous n'avez rien trouvé, la suite de votre phrase ici devient un label en tant que tel. Ok? Donc, le point, c'est qu'est-ce que j'avais commencé à écrire, ça c'est ma donnée, qu'est-ce qui a été la fin de la phrase, soit une prédiction que j'ai cliquée, soit moi qui ai auto-complété, mais en tout cas vous avez fourni à l'algorithme, enfin au système en tout cas, de la donnée et un label. Et avec ça, on va construire un modèle V2. Et donc dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, bah, le système qui lui est online, en quelques minutes, voire ce qu'on appelle du online learning, voire même de façon systématique, il va être capable d'apprendre au fur et à mesure et de se mettre à jour. Et donc les appels API vont venir s'adapter à ça, entre guillemets. Et donc, faire attention, hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire que les systèmes peuvent s'emballer, ça veut dire que, par exemple, quand on fait du online learning et qu'on fait un bot, et qu'on s'appelle, par exemple, Microsoft, il y a quelques années, qui avait fait un bot sur Twitter, le bot, il apprenait en direct. C'est-à-dire qu'on parlait avec lui, on lui donnait des réponses. C'est exactement ça qui se passait. Les gens rentraient, tapaient des phrases, discutaient avec le bot leur répondait, donc en fait leur fournissait des prédictions auxquelles on répondait, donc c'est-à-dire qu'on leur donnait un label, entre guillemets, auquel ils répondaient, auquel on donnait un label, auquel ils répondaient, etc. Et en fait, avec tout ce jeu-là, et avec le fait que ce soit l'online learning, c'est-à-dire que le modèle se mette à jour en direct ou quasi en direct, en fait le bot, il n'y avait plus aucun contrôle, il est devenu nazi. Il est devenu, genre, il faisait l'apologie d'Hitler, etc. Et donc en fait, vous vous souvenez, je vous ai parlé à la première vidéo, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller la regarder, on a parlé des systèmes experts. C'est exactement dans ces moments-là, par exemple, que typiquement les systèmes experts ils vont venir pour pouvoir cadrer, pour s'assurer que le truc ne parte pas en cacahuète. On va repartir sur notre modèle offline. Cette fois-ci, comment je fais? Alors, pour des raisons de fiabilité, on va quand même essayer de faire que les modèles offline soient fiables. Ok? Donc c'est une autre manière de raisonner, parce qu'on n'a pas de capacité d'intervention. C'est-à-dire si vous avez un modèle tout pourri, que vous partez pendant une semaine de vacances sans connexion à Internet, c'est-à-dire que pour pas que le modèle ne pourra pas se mettre à jour pendant une semaine, et qu'il est à risque, il va y avoir des gros problèmes de sécurité. Donc comment ça va se passer? Globalement, pour le mettre à jour, ben, c'est hyper simple. Hop. Vous allez avoir une maison dans laquelle vous avez un garage, des petites fenêtres. Ok, ces fenêtres ne fait pas un enfant de 4 ans, mais tout va bien. La voiture, elle va rentrer dans le garage. Elle est ici, la voiture. Jusque là, tout va bien. Ok. Petite fenêtre. Tout va bien. Ça, c'est votre voiture. Elle va se connecter à Internet. Via le Wi-Fi, comme on dit au Québec. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y avait le modèle VR dans la voiture. Ok, toujours là. Vous aviez les caméras. Donc, je vais utiliser la couleur verte. Vous aviez caméra 1, caméra 2, caméra 3, qui ont engendré un certain nombre d'images. Vous vous souvenez, hein, c'était quand même assez énorme. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois que c'est plusieurs téras par jour que ça génère, quelque chose comme 24 téras par jour, un truc du genre. Ou péta, je me souviens plus trop. Là, c'est de cet ordre-là, hein, c'est pas des gigas, hein, c'est téra ou péta. Je crois que c'était peut-être même péta. On pourra regarder. Donc vous avez les caméras qui ont généré de la donnée, mais pas que. Vous aviez aussi, je vais reprendre du rose, vous aviez les lidars, L1, L2, qui ont généré un nombre de points genre énorme. Ok. Donc le radar a généré, les radars ont généré ça. Puis vous avez un autre élément aussi qui a généré de la donnée, votre accélérateur, votre frein, et votre steering wheel, le volant, avec les angles du volant. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les amortisseurs, donc ça vous donne la tuno de route, on a le contour, on a plein de choses. Donc il y a des données qui sont plutôt des observations, comme le contour, puis il y a des données qui sont des données d'action.
Donc je vais mettre un petit peu le contour de côté. Moi, ce que je vais regarder, c'est principalement, je vais faire une petite boîte pour eux, parce que eux, ils sont à part. Pourquoi ils sont à part? Parce qu'on va reprendre le même schéma que l'algorithme qu'on s'était fait avant, le schéma de l'intelligence artificielle qu'on va venir entraîner. Très simple. Toujours la même chose. Ici, vous avez un ordinateur qui va venir faire le calcul. Donc il se trouve que cet ordinateur, il va encore être une fois en data center. Il va être chez un fournisseur de services, donc ça passe par le Wi-Fi, il y a la fibre optique, ou peu importe, la 5G, la 4G, enfin ce que vous voulez. C'est pas ça la question, ça va dans un data center par là. Dans le data center, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la donnée qui rentre, d'une part, et il y a des labels qui rentrent d'autre part. Vous vous souvenez, la donnée, c'est le contexte, et le label, ou ce qu'on appelait output, mais en tout cas, c'est l'action, qui était désirée. Donc maintenant, on va pas tout envoyer. Je pense pas, en tout cas. Je suis pas un spécialiste, mais enfin, ce serait juste gigantesque. On va envoyer les parties qui nous intéressent. Donc si je fais la timeline de la journée, hop, je me suis levé, j'ai amené les enfants à l'école, etc. Tout va bien, j'arrive au bureau. Hop, un cycliste, la voiture, elle freine pas, il se passe quelque chose ici. Moi, je pète un coup de frein. Ok, donc c'est pour ça qu'on parle pas de voiture full autonome aujourd'hui. Vous êtes supposé garder les mains, garder le contrôle du véhicule, mais de vous laisser guider en quelque sorte, parce que elles sont pas encore suffisamment fiables pour ça. Mais donc vous avez eu un cycliste qui n'a pas été détecté, peu importe la raison, il se passe que vous avez pété un coup de frein ici. Vous avez freiné à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les données ici de radar, tout long, donc les radars tout du long, ils ont généré de la donnée, avant et après. Les données vidéo, les caméras, elles ont généré de la donnée aussi, plus plein d'autres choses. Vous pouvez avoir le contour, la vitesse, le machin, je ne vais pas rentrer en détail. Mon point, c'est que vous avez effectué une action de freinage à cet endroit-là. Le système va prendre le contexte en amont, ici, il va prendre le contexte en aval, donc la résolution que vous avez faite. Il va reprendre cette séquence-là. La séquence, il va l'envoyer ici pour la donnée, pour la partie donnée, donc caméra, lidar, etc. Et la partie action, donc le freinage, il va l'envoyer en tant que label. Alors, quelles étaient les actions désirées? Alors, par exemple, vous avez donné un freinage et un coup de volant. Ok, vous avez évité le crash et en même temps, vous avez pété un coup de frein. Très bien. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir m'alimenter un modèle V2. Toujours mon modèle. Qui va être entraîné au cours de la nuit, au cours de plusieurs jours. Puis ça, c'est fois 1 million de voitures autonomes, ok, et fois 1 million de kilomètres, etc. Donc c'est pas juste vous là, c'est plein de monde. Attention, il y a une forme de clusterisation. Enfin, donc on va quand même faire des blocs parce que la façon de conduire aux États-Unis c'est pas la même qu'en Europe. Les routes sont plus larges, la température est différente, l'état des routes est différent. Les bandes sont par exemple orange, plutôt il y a orange et blanc aux États-Unis, on est plutôt sur du blanc en France, les largeurs de bandes sont différentes. Les panneaux de circulation, j'en ai pas parlé mais ce sont les caméras, mais les panneaux de circulation ne sont pas dans la même langue, font pas la même taille, enfin voilà, il y a plein d'éléments de contexte qui viennent jouer là-dessus. Les camions sont pas les mêmes, font pas la même largeur, enfin voilà, il y a tellement de variables, c'est incroyable. Vous pouvez pas prendre un modèle de voiture autonome qui a été faite aux États-Unis, qui a été entraîné sur des routes américaines et l'emmener en race campagne ici, c'est juste impossible. Le truc il va se planter. Il va croire que la route, déjà il n'y a pas de bande, il va croire que la route, vu la largeur, c'est juste une voie de route américaine standard, et puis tu vas prendre le camion en pleine barre, en pleine face. Donc mon point, c'est que le modèle a été réentraîné. Le modèle a été réentraîné, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le réinjecter en V2, donc c'est pareil, ça repasse à travers la fibre, du fournisseur, enfin du data center vers la fibre, ça arrive chez vous en Wi-Fi, ça va venir updater, ça va venir mettre à jour le modèle V2 sur la carte, là où les cartes, attention, là où les cartes que vous avez dans vos voitures, ce que je vous expliquais, les ASIC, qui vont venir lire les caméras et les lidars. Ok? Ça, c'est un système offline. Donc chacun entre le offline mise à jour, et ça c'est le offline inférence. Ok, donc vous avez deux process, et là c'est du
online plus mise à jour en temps réel. En temps réel, ou pseudo-temps réel. Il faut faire attention au temps réel, c'est pas vraiment du temps réel, mais bon, on va pas se prendre la tête. Donc vous avez vu deux systèmes sur l'inférence. Ok, vous vous souvenez, on a revu ça aujourd'hui. L'inférence, c'est le fait d'exploiter un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné. Vous avez vu la partie, ce qu'on appelle online, c'est-à-dire l'utilisation en façon synchrone, on va dire, du modèle d'intelligence artificielle de façon qui est centralisée dans un data center, par exemple, et qui est capable d'apprendre au fur et à mesure. Puis vous avez vu ce qu'on appelle l'inférence offline, c'est-à-dire que le modèle il est décentralisé dans un système, peut-être ça peut être dans un entrepôt, ce genre de système, ça peut être sur un chantier, ça peut être sur plein d'endroits, et vous avez vu le processus de mise à jour. Alors pourquoi je vous parle spécifiquement de l'inférence aujourd'hui, pourquoi c'est le niveau 2 et que je vous ai pas parlé du training, je vous ai pas parlé de comment faire un réseau de neurones en tant que tel, parce que 99%, enfin en tout cas aujourd'hui j'ai pas trouvé de cours, en tout cas de méthodes sur internet, de tutos, de ce que vous voulez, qui traitent correctement, on va dire, de l'ordre dans lequel on devrait regarder le deep learning. Ce que je trouve 99% du temps, et pour moi ça c'est une erreur, c'est que les gens ils regardent le processus du deep learning. C'est pour ça que les gens disent que c'est compliqué, alors qu'en fait c'est pas compliqué. Les gens, ce qu'ils regardent, je dis les gens, ça veut rien dire les gens, mais ce que je trouve sur internet, c'est-à-dire que ce soit Coursera, Udemy, ce que vous voulez, peu importe, Pluralsight, tous les sites que vous voyez, sans critiquer, c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est pas comme ça que moi j'aimerais qu'on l'aborde ce sujet-là. Le processus du deep learning, ce que je vous ai expliqué, c'est la data préparation, la data prep. Préparation de données, feature engineering, etc. Préparation. Vous avez l'entraînement et vous avez l'inférence. Inférence. 90% de ce que je vois, des cours, quand on parle de deep learning, on est en train de parler de ça. 90% on est en train de parler de ça. De ce truc-là. Qui est relativement complexe, on va pas se mentir, il faut des formules mathématiques, après il y a des frameworks qui vous aident, etc. Mais ouais, ok. Il y en a peu qui parlent de ça, alors que 90% de la valeur d'un modèle, elle est dans la donnée qui est correcte, qui est propre, qui est préparée, qui est de qualité. Tout le monde s'attarde là-dessus, il y a peu de monde à s'attarder là-dessus, malheureusement. Donc ça c'est la valeur. 90% de la valeur du modèle elle est là, 10% de la valeur elle est là. J'exagère, j'en fais exprès. Mais allez, je vais faire du 80-20. Non, allez, je vais rester 80-20. Et ensuite, personne traite de ça. Tout le monde s'en fout. Personne regarde ça. J'ai pas vu de cours. J'ai quasiment pas vu de cours. Pratiquement personne n'en parle. Pourtant, dans l'industrie, vous au quotidien, ben ça va représenter 90%, ou allez, 80% de ce que vous allez faire, de ce que l'entreprise a besoin. Dans le training que je vais séparer en deux, il va y avoir deux choses. Il va y avoir ce qu'on appelle le fine-tune. Fine-tuning. Ça va représenter un autre, allez, 15%. Je crois que je suis très gentil. Je vais dire 18%. Et faire un réseau de neurones en partant de zéro, ça va représenter 2% de votre temps. Attention, je vais me faire des ennemis, c'est pas le cas pour tout le monde, je sais, les gens qui sont dans la recherche médicale, qui sont dans... Mais là, vous me parlez de votre métier que vous connaissez déjà, c'est pas le sujet de ma chaîne. Le sujet de ma chaîne, c'est pas d'aller aller dans l'expertise exacte de comment réagir un réseau de neurones et la nouvelle technique de drop-out spéciale, etc. On va pas rentrer là-dedans. Mon but, là, c'est de parler au plus grand nombre, et en particulier de parler aux informaticiens, qui aujourd'hui voient la révolution de l'IA s'écrire sous leurs yeux, et ils sont un petit peu paumés, parce que on leur dit qu'il faut faire des maths, faut avoir... Et en fait, moi je leur dis non. Parce que c'est un peu comme si on disait à ma grand-mère, je suis désolé, hein, tu peux pas installer l'exécutable sur ta machine parce que t'as pas compris, t'as pas les bases pour comprendre comment on compile un software. Je suis désolé. Moi je sais pas comment écrire un kernel. Pourtant j'utilise Linux, je fais du apt-get install toute la journée sans être capable. Mais ok, j'ai peut-être des bases théoriques pour comprendre comment ça marche, il y a de la mémoire, il y a de la RAM, il y a du CPU, quoi, des trucs de base.
Mais je suis incapable d'écrire un truc comme, je sais pas moi, un serveur Apache ou des choses comme ça. C'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité. Par contre, j'utilise tous les jours. Et en fait, vous êtes plein à utiliser tous les jours. L'IA, c'est la même chose. Et c'est là que tout le monde se plante, tout le monde dit, ouais, on va tous se mettre à apprendre comment écrire un kernel, comment écrire du low level, etc. On s'en fout. Il y a plein de modèles. Ici, il y a plein de modèles. Mais quand je dis plein, mais vous vous rendez même pas compte à quel point il y en a, des modèles qui sont déjà écrits pour l'inférence. Donc en fait, vous avez déjà plein de packages équivalents à Linux en apt-get install, vous en avez plein, et vous n'avez pas besoin de les développer vous-même, ils sont déjà présents. Et ça résout 90% de mes problèmes, 80% de mes problèmes de l'industrie. Et c'est pareil que vous, quand vous écrivez un software, vous écrivez une solution, on va dire pour votre entreprise, 80% du boulot il est fait, Kubernetes est déjà là, vous n'avez pas à réécrire votre Kubernetes, Docker est déjà là, vous n'avez pas à réécrire votre système Docker, vous avez déjà KVM, vous n'avez pas à écrire votre propre KVM, c'est complètement con. Donc ce que je veux dire, c'est que vous allez prendre des trucs qui sont sur étagère, et ensuite la partie qui a de la valeur pour votre société, c'est l'adaptation. Donc c'est soit on prend le modèle et on traite 80% du problème et on se dit je vais faire un premier serveur web, on y va, on monte 10, 20, 1000, 10 000 clients, 20 000 clients, 100 000 clients, puis arrivé à 100 000 clients, on se dit ça scale plus trop, on regarde un petit peu, est-ce qu'il y a un autre modèle qui est plus performant, une autre techno qui est plus performante que ce serveur Apache XY. Ok, on pousse un peu plus, puis du coup on commence à rentrer dans nos problèmes, et plus on rentre dans nos problèmes, plus on comprend les limites du software, de la même manière qu'en IA, plus on avance, plus on comprend les limites du modèle, et là on va remonter la chaîne. Ouais, là je suis d'accord, on va remonter la chaîne, mais on va partir d'ici. Tant que j'ai pas de problème, tant que le truc je l'ai pas exploité en production, j'ai aucun intérêt à développer moi-même. Je vais utiliser ce qui est existant, je vais remonter, et là, je vais me heurter à un premier problème. Et plutôt que de redévelopper une librairie de zéro, ce que vous allez faire un fork. C'est comme ça que vous réfléchissez, enfin j'espère que c'est comme ça que vous réfléchissez, vous partez pas de zéro, vous dites, tiens, j'aime bien la techno MySQL par exemple, allez racheter, on n'est plus d'accord, etc. Nous on pense que pour la perf, il faut aller à droite à gauche, on fait un fork, ça s'appelle MariaDB. Ok, il y a des problèmes de licence, mais je vais pas rentrer en détail, mais il y a ce sujet-là, vous faites un fork. Et l'équivalent d'un fork en IA, c'est le fine-tuning. Ça veut dire que vous prenez un modèle qui est existant, vous le déroutez légèrement de l'usage original. Alors, on est d'accord qu'un fork de Apache, un Apache Server Web, ça restera du Apache Server Web. Ça va pas être fait pour, je sais pas moi, faire du Word. C'est pas la même chose. Donc, c'est pareil pour le fine-tuning. Vous allez rester, c'est un modèle d'IA pour la reconnaissance d'images, d'images macroscopiques, ça restera des images macroscopiques. C'est rare que vous puissiez utiliser un modèle d'image macroscopique, de le fine-tuner, de l'utiliser pour des images de microbiologie. Et à un moment donné, il faut que le truc il soit quand même un peu cohérent. Donc vous allez faire du fine-tuning, même si ce que je dis, c'est pas complètement vrai, mais bon, il y a des gens qui ont des résultats assez extraordinaires, même en faisant ça, mais le fine-tuning, c'est, si j'ai un modèle, par exemple, qui était fait pour la reconnaissance d'image, je peux le dérouter pour faire une reconnaissance d'image qui est adaptée à mon besoin. Très bien. Mais ça veut dire aussi que ce modèle qui est fait pour la reconnaissance d'image, je peux pas l'utiliser pour le texte, c'est pas du tout le même métier, c'est pas un serveur web que tu me demandes, je sais pas, moi je te dis une connerie, c'est un serveur de stockage, je suis désolé, ça a pas rapport. Donc là, à ce moment-là, on va commencer à redescendre dans les couches, on va commencer à regarder le fine-tuning. Et pareil, quand le fine-tuning, tu trouves que et c'est pas compliqué à faire le fine-tuning. On verra, c'est important de comprendre comment le software il est fait, enfin le modèle est fait, comment il a été architecturé, tout ça, ok. Mais le fine-tuning, c'est pas compliqué du tout. C'est un peu comme un fork, changer quelques variables dans la config et réentraîner le modèle. Et la valeur, elle est vraiment là-dedans. Et ensuite, quand tu t'es dit, j'ai des problèmes de scale que personne n'a dans le monde, j'exagère en disant personne dans le monde, mais que peu de personnes dans le monde, là, tu commences à écrire cette partie-là. Mais je dis 2% du temps, c'est-à-dire qu'il y a personne d'autre dans le monde qui a ce problème-là, je suis pionnier dans mon domaine, et là, tu commences à écrire tes propres modèles, ou que tu te dis, vas-y, là, j'ai résolu 98% de mon problème, j'ai généré, je sais pas moi, 4 millions de revenus ou j'ai fait 4 millions d'euros d'économie, ça vaut le coup que je me mette à travailler les 2% ici supplémentaires pour traiter mon cas d'usage, parce que c'est 2% qui représentent, je sais pas moi, deux temps plein pendant un an, qui vont me coûter X milliers d'euros, on va dire ça, eux, ils vont peut-être m'avoir non pas 4 millions, mais peut-être qu'avec un petit peu plus de précision, parce que je vais aller au fond du modèle, que j'ai fait le truc hyper adapté, je vais aller chercher 4 millions 5. Et là, oui, ça vaut le coup de remonter la chaîne. Je suis tout à fait d'accord. Ok ?
Mais mon point, c'est que 99%, parce que je peux pas connaître tout l'internet, mais je dis 99% parce que je reste persuadé sur quasiment tout ce que j'ai vu, c'est que les gens, en fait, ils traitent majoritairement la partie là. Ils laissent complètement tomber cette partie-là, alors que vous, ce que vous avez besoin, c'est ça, et au fur et à mesure, on va descendre la chaîne de valeur. Les gens montent dans la chaîne de valeur, alors qu'en fait, il faut descendre, il faut aller au truc qui marche tout de suite, maintenant, et en fait remonter. Donc les prochaines vidéos, et toute la philosophie des cours, de tout ce que je vais faire, elle va être basée là-dessus. On va partir de la droite et on va aller vers la gauche, et on va pas partir de la gauche pour aller vers la droite. Vous pouvez aller voir toutes les chaînes que vous voulez, etc. 90% vont faire partir de la gauche, ils vont aller vers la droite, voire pire, ils font même peut-être un retour là, et ils vont faire des maths. Et je dis, vous n'avez pas besoin de maths. Les bases de maths, ok, c'est intéressant, etc. pour comprendre des trucs à droite à gauche. Mais mon point, c'est que non, je n'ai pas besoin de savoir comment marche un compilateur low level, etc. pour compiler un kernel quand je veux juste faire apt-get install MySQL. Voilà, c'est mon point. Donc on va faire du apt-get install MySQL, on va utiliser les bases de données MySQL, et au fur et à mesure on remontera dans la difficulté parce qu'on va rencontrer on va rencontrer des murs, mais c'est normal, c'est la vie. Mais on va commencer par faire des cas d'usage et récupérer de la valeur le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires. Sincèrement, s'il vous plaît, essayez de la partager. J'aimerais bien que cette philosophie-là, elle soit vraiment comprise dans les entreprises. La magie du truc, c'est dans ces 5 dernières minutes. Je vous demande, s'il vous plaît, commentez, partagez, etc. pour m'encourager à aller plus loin là-dedans. Et surtout, vous allez voir que finalement, l'IA, c'est pas si compliqué que ça. Et beaucoup moins compliqué que ce qu'on veut faire croire. Et n'importe qui, je dis bien n'importe qui, est capable de le faire. Et les développeurs qui me regardent, les DevOps, les sysadmins, etc. Mais s'il vous plaît, faites-en parce qu'il y a 1 milliard de trucs à faire. La prédiction de remplissage d'un disque, la prédiction de casse d'un disque. Vous pouvez faire de l'analyse textuelle sur vos logs pour détecter des anomalies de quelqu'un qui essaierait de vous défoncer. Il y a des milliers de choses à faire qui sont pas compliquées. Vous faites du WordPress, parfait, vous savez faire des plugins WordPress, je suis super heureux pour vous. Faites s'il vous plaît un plugin WordPress qui fait de l'autocomplétion. C'est tellement simple à faire, On vous parle de l'IA, on vous dit que c'est compliqué, mais c'est tellement simple à faire. Faites-moi s'il vous plaît un plugin qui est capable de générer des articles. C'est tellement simple à faire si vous saviez. Donc on va faire ça dans la suite des vidéos. Vous allez voir n'importe quel développeur web, machin, vous allez faire des trucs extraordinaires. Voilà, la révolution elle est en marche, j'aimerais bien qu'on la fasse ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit prochainement. Allez, à plus.